Bonjour à tous et à tous. Je sais que vous êtes nombreux et ça me fait plaisir d'introduire donc ce sujet qui est important, cette notion de risque cardiovasculaire persistant, mais de parler un peu au-delà du LDL cholestérol. Donc, c'est toujours intéressant de présenter le SSVQ et je remercie les gens pour l'invitation. Donc, ce sont mes conflits d'intérêts. Comme Dr. Vallée vous a dit, je suis membre d'Hypertension Canada et j'ai été co-président des recommandations canadiennes anti-épidémie 2012 et 2016 et je suis membre du comité primaire en 2020. Donc, on devrait avoir une refonte de nos lignes directrices en 2020, mais possiblement une publication en 2021, en début d'année. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants: d'énumérer les différentes lipoprotéines et leur rôle sur la maladie cardiovasculaire, de démontrer l'impact des habitudes de vie sur la dyslipidémie et ce risque, et de reconnaître l'importance des facteurs de risque non lipidiques. Donc, pour commencer, on va juste très sommairement parler du LDL cholestérol parce que le LDL cholestérol, c'est important. On a une évidence, de nombreuses évidences au cours des 50 dernières années qui ont fait le lien entre le niveau de dyslipidémie, entre autres lié au LDL cholestérol, et le risque d'événements cardiovasculaires. Ça commence par des maladies héréditaires, comme vous savez, les patients qui souffrent d'hypercholestérolémie familiale, que ce soit hétérozygote ou homozygote, comme étant un modulateur très important du risque d'événements cardiovasculaires. Par la suite, il y a eu des études épidémiologiques qui ont fait le lien entre la dyslipidémie et les manifestations de vasculopathie. Les études de randomisation mendélienne nous ont permis également de voir que l'intervention non statine, par exemple, pouvait être associée à une réduction significative des événements cardiovasculaires. On a eu une panoplie d'études, comme vous savez, randomisées, qui ont permis de confirmer le bénéfice d'une baisse intensive de LDL cholestérol pour l'amélioration du bénéfice cardiovasculaire. Et on a des études mécanistiques telles que les études à l'écoute vasculaire qui démontrent la capacité de stabiliser la maladie et même d'amener une régression de celle-ci. Le polymorphisme est important et surtout sur cette notion de charge prolongée à un niveau de lipides élevé. Et c'est pour ça que les patients qui sont génétiquement favorisés avec des niveaux de LDL cholestérol qui sont faibles, ces patients-là, absolument, sont protégés de façon importante sur la diminution du risque de développer une coronaropathie. Et on s'aperçoit que la pente de la courbe ici est significativement plus abrupte chez les patients qui, dès la naissance, ont des niveaux de lipidiques qui sont plus faibles, alors que quand on intervient de façon pharmacologique, souvent, on va intervenir plus tardivement chez les patients, donc qui ont, par exemple, un infarctus du myocarde à l'âge de 52 ans. Pendant longtemps, le LDL cholestérol était à 3,8 mmol par litre. Et là, on intervient de façon intensive, mais donc, on sait qu'on va avoir un bénéfice, mais le bénéfice va être un peu moins important parce qu'on débute une intervention de façon plus tardive. Donc, lorsqu'on parle de lipoprotéines associées au risque cardiovasculaire, mais il y a une différence entre les lipoprotéines qui contiennent ce qu'on appelle des ApoB et les lipoprotéines qui contiennent des ApoA. Donc, lorsqu'on parle des lipoprotéines qui contiennent des ApoB, on parle des lipoprotéines qui ont un potentiel athéromateux. Donc, on va parler des chylomicron remnant, on va parler du VLDL, du IDL, des LP-PTA et du LDL cholestérol. Donc, lorsqu'on va mesurer de façon biochimique les ApoB, c'est ce qu'on va avoir comme valeur. Et il y a une façon également d'avoir une idée de la valeur donc, des particules qui sont hétérogènes, c'est de calculer le non-HDL cholestérol. Donc, le non-HDL cholestérol va vous donner une idée du nombre de particules qui ont un pouvoir hétérogène. Et vous savez qu'absolument, c'est disponible dans la totalité des bilans lipidiques. Et sinon, c'est un calcul scientifique complexe de cholestérol total moins le HDL qui vous donne le non-HDL. Et le HDL, c'est absolument associé aux ApoA, excusez-moi. Et donc, c'est la particule que l'on considère comme athéroprotectrice. Donc, les marqueurs lipidiques autres que les LDL, mais les ApoB, donc, c'était une cible, on se rappelle des recommandations canadiennes avec le non-HDL, donc c'était une cible alternative. On va voir un peu la relation avec le non-HDL tantôt. Il y a LP-PTA, dans les recommandations canadiennes en 2016,
on suggérait qu'on pouvait faire la mesure du LPPTA chez les patients qui avaient un risque de Framingham au moins intermédiaire et pour lequel on avait une histoire familiale positive précoce, et chez les patients dont la totalité des autres facteurs de risque de la maladie coronarienne n'étaient pas très élevés. Donc, c'est un marqueur de maladie précoce. C'est un marqueur également souvent d'une maladie qui est plus intensive. Et on sait que le LPPTA, c'est également associé au plasminogène et associé à un risque de thrombose. Le HDL, on ne va pas en parler pendant longtemps, mais on sait que le HDL, dans des données observationnelles, il y a une relation protectrice entre le niveau de HDL élevé et la capacité cardioprotectrice de cette particule. Lorsqu'on a fait des études pour essayer d'augmenter de façon pharmacologique le HDL, la grande majorité des études se sont avérées négatives, que ce soit avec de l'acide nicotinique, que ce soit avec des inhibiteurs de la CETP ou autres modalités. Absolument, on n'a pas démontré que d'augmenter le HDL de façon pharmacologique contribuait à un bénéfice cardiovasculaire mesurable. Et les triglycérides, on va en parler aujourd'hui. On sait que ça fait partie également du bilan lipidique standard. Il y a une donnée qui est intéressante qui vient de Emerging Risk Factor Collaboration qui avait été publiée en 2009 et qui faisait le lien, entre autres, entre le HDL et le non-HDL sur le risque de développer un événement coronarien. Et si on regarde l'ajustement pour les patients où on a donc ajusté pour d'autres facteurs de risque, on s'aperçoit qu'il y a une relation inverse entre le niveau de HDL cholestérol et la propension de développer des événements cardiovasculaires. Donc, plus le HDL cholestérol est bas, plus les chances de développer des événements sont élevées. Et pour le non-HDL cholestérol, on s'aperçoit qu'on a une relation presque linéaire, que ce soit des facteurs de risque ajustés pour l'âge et le sexe ou pour d'autres facteurs, donc les points blancs ou les points noirs, pour s'apercevoir qu'une relation également linéaire, et plus le non-HDL cholestérol est élevé, plus le risque de développer un événement cardiovasculaire est grand. Donc, une question qu'on se pose souvent comme clinicien, est-ce que je devrais regarder le non-HDL ou je devrais procéder au dosage de l'ApoB? Et provenant exactement de la même étude, on s'aperçoit qu'il y a une très bonne corrélation entre la mesure de l'ApoB et le calcul du non-HDL cholestérol en ce qui a trait le risque de développer des événements cardiovasculaires. Donc, plus on a des ApoB qui sont élevés ou plus le non-HDL est élevé, plus le risque de développer un événement cardiovasculaire s'accroît et on a une relation inverse entre le HDL et les ApoA1. Donc, plus notre HDL cholestérol sera bas, plus le risque sera élevé. L'autre donnée qui est importante, puis qu'on va parler de plus en plus parce qu'on va avoir des molécules bientôt qui vont cibler le LPPTA. Donc, le LPPTA, pour l'instant, demeure un marqueur de risque pour favoriser une maladie qui est précoce. Si on regarde une étude qui est le Copenhagen General Population Study, donc des données qui ont été publiées il y a déjà plusieurs années, on a regardé une population de plusieurs milliers de patients pour voir quelle était la distribution normale du niveau de LPPTA dans la population. On s'aperçoit que 80% des populations ont actuellement un LPPTA qui est inférieur à 50 mg par décilitre. Et on pourrait parler du pic qui est possiblement autour de 30 mg par décilitre. Cette relation-là, elle est vraie chez les hommes et également chez les femmes. Donc, lorsqu'on regarde le rôle du LPPTA sur la propension de développer un événement cardiovasculaire, on s'aperçoit que c'est principalement des événements ischémiques, soit les infarctus du myocarde ou les AVC ischémiques qui sont en lien avec des niveaux de LPPTA plus élevés. Donc, il y a certaines études telles que l'étude Odyssey, qui est une étude avec l'alirocumab, où on a regardé de façon indépendante l'impact du LPPTA, donc indépendamment de la baisse du LDL cholestérol. Donc, c'était une étude qui a été faite post-hoc analysis et qui semble avoir un lien comme étant un facteur indépendant, comme étant un promoteur d'événements cardiovasculaires. En 2016, lorsqu'on a fait nos recommandations, mais on a suggéré que le LPPTA pouvait être aidant pour mieux stratifier le risque chez les patients avec un risque de Framingham considéré comme intermédiaire
et une histoire familiale positive précoce de coronaropathie. On considérait que le niveau plancher à partir duquel on pouvait commencer à s'inquiéter, c'était une valeur de plus de 30 mg par décilitre. Mais plus votre niveau de LP petit A est élevé, plus on devrait le considérer comme un facteur de risque qui peut favoriser l'éclosion de la maladie vasculaire. Et à ce jour, les patients qui ont des LP petit A augmentés, qu'est-ce qui est considéré comme approche thérapeutique? C'est d'abaisser de façon encore plus intensive le LDL cholestérol. Si on parle maintenant au niveau des triglycérides, on a des études observationnelles qui ont été publiées depuis longtemps, entre autres le Copenhagen General Population Study, qui faisait un lien, ici on parle des triglycérides qui avaient été mesurés non à jeun, entre le niveau de triglycérides et le risque de développer un événement cardiovasculaire, et ça, donc, comme étant un facteur de risque indépendant. Donc, il semblait avoir une relation entre le niveau de triglycérides et le risque de développer un infarctus du myocarde, le risque également d'avoir une cardiopathie ischémique, semblait avoir un certain lien avec la mortalité de toute cause et également les AVC ischémiques. On sait à ce jour que toutes les études qui ont ciblé les triglycérides pour tenter de montrer un bénéfice cardiovasculaire, mais on n'a pas d'études, entre autres en association avec une statine, qui ont démontré que de cibler les triglycérides pouvait contribuer à une diminution supplémentaire des événements cardiovasculaires, à telle enseigne qu'en 2016, les recommandations canadiennes, la même chose au niveau des recommandations américaines et les recommandations européennes, ont découragé, par exemple, l'utilisation de fibrate en association avec une statine parce qu'on n'a aucune étude qui démontre une valeur ajoutée de cette combinaison. Et la même chose pour l'acide nicotinique. On n'avait pas de différence significative de l'ajout de l'acide nicotinique avec une statine pour réduire les événements cardiovasculaires. Ceci étant dit, on a certaines études qui font un lien entre le niveau de triglycérides élevés et cette notion-là de risque résiduel. Et ça, c'est une étude de sous-groupe a posteriori de l'étude de PROVIT. Vous savez, PROVIT, c'est une étude marquante qui est venue influencer la façon dont on traite les patients post-syndrome coronarien aigu. Les gens étaient randomisés dans leurs premiers 10 jours post-événement coronarien aigu et la randomisation était faite entre atorvastatin 80 mg versus pravastatine 40 mg. Et on avait démontré qu'une approche beaucoup plus intensive avec une dose de statine plus puissante contribuait à une réduction significative des événements cardiovasculaires. Et lorsqu'on fait cette analyse-là, mais en fonction du niveau de triglycérides de base, on s'aperçoit que les patients qui ont des triglycérides de base qui sont de plus de 2,26 mmol par litre, bien que ces patients-là aient reçu une statine à bonne dose, le bénéfice cardiovasculaire est moins grand que les patients qui, avec la même réponse à la statine, avaient d'entrée de jeu des triglycérides de moins de 2,26 mmol par litre, qui semble suggérer, au fond, que les triglycérides semblent être un indicateur d'un risque résiduel persistant, et ce, malgré l'utilisation de statines à bonne dose. Donc, on a fait un peu un survol sur ce que l'on connaît du bilan lipidique. Maintenant, lorsqu'on va parler du risque résiduel, mais comment approcher nos patients, puis on va faire un survol, je pense que la donnée qui est essentielle, c'est de mettre beaucoup d'emphase sur les habitudes de vie. Je pense que comme médecin, souvent, ou les spécialistes, surtout les gens qui traitent des patients, souvent, on parle peu des habitudes de vie et c'est vraiment la pierre angulaire du traitement. C'est certainement la pierre angulaire du traitement chez les patients en prévention primaire et c'est la pierre angulaire du traitement chez tous les patients qui ont des maladies chroniques, que ce soit l'hypertension artérielle, la dyslipidémie ou, entre autres, le diabète. Donc, les recommandations canadiennes en 2016, on encourageait la prise d'une diète de type méditerranéenne, donc riche en fruits, légumes, donc vraiment de parler d'un accent méditerranéen pour réduire le risque cardiovasculaire, de tenter de réduire la consommation d'alcool. On ne pensait pas à ce moment-là à la pandémie qui a été associée à l'augmentation de la consommation, mais quand même de la réduire, de tenter de faire de l'exercice presque quotidiennement si nous sommes capables, d'avoir un poids santé, donc un IMC entre 18 et 25, mais surtout un tour de taille qui est optimal. Et malheureusement, au Canada, on n'a
repris les recommandations des tours de taille américains, alors qu'antérieurement, on avait le tour de taille européen. Et je pense qu'on devrait possiblement avoir chez les hommes des tours de taille de moins de 94 cm et chez les femmes, moins de 80 cm, d'arrêter le tabac et d'essayer d'avoir un temps de sommeil qui est adéquat. La prochaine diapositive, elle est lourde, mais je pense qu'elle est importante et je vous invite à ceux qui ne l'ont pas lu à prendre en considération le supplément des recommandations canadiennes en 2016 où on fait une évaluation assez extensive des sites de diète qui peuvent être associés à des bénéfices cardiovasculaires mesurables et qui peuvent être associés également à une réduction du LDL cholestérol. Donc, on a toutes sortes de diètes qui sont prises en compte au niveau du tableau. Et ça, donc, on voit que dépendant des types de diète, on a une diminution quand même qui peut être intéressante. On parle, par exemple, de la diète DASH qu'on connaît bien en hypertension, une diminution de 20 des événements cardiovasculaires. Si on regarde les diètes méditerranéennes, on a une diminution qui va jusqu'à 30 de réduction des événements cardiovasculaires majeurs et ce, évalués de façon indépendante. Donc, ça vaut la peine, je pense, de voir ces tableaux-là parce qu'après ça, ça nous donne un outil pour discuter avec nos patients de quel type de diète que les gens devraient adopter. L'autre donnée qui est assez importante, c'est de regarder le bénéfice potentiel de la modification des habitudes de vie au niveau des différentes études. Et quand on regarde la combinaison chez les patients de ce qu'on appelle des modifications extensives des habitudes de vie, donc d'aller vers des comportements de bon risque, donc d'avoir un poids santé, d'avoir une diète santé, de faire de l'exercice global de façon régulière, d'arrêter de fumer, de consommer de l'alcool de façon modérée et d'avoir une durée de sommeil adéquate. Mais on peut réduire les événements cardiovasculaires et la mortalité jusqu'à 75 Donc, puis ça, vous avez ici la référence qui est en rapport avec les suppléments des lignes directrices canadiennes. Donc, ça fait beaucoup de changer les habitudes de vie et il faut encourager nos patients à le faire. Une étude qui a démontré l'impact du contrôle des habitudes de vie, de la normalisation aussi de la totalité des facteurs de risque. Je pense que c'est l'étude STENO2 que vous connaissez très bien. STENO2 qui est une toute petite étude sur 160 patients diabétiques, initialement suivis pendant 8 ans, et on a des données jusqu'à 21 ans. Donc, chez ces patients-là, lorsqu'ils étaient attribuables ou attribués à un traitement intensif versus un traitement plus conservateur, on a tenté de normaliser la totalité des facteurs de risque de coronaropathie en suivant ce qui étaient les recommandations du temps. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? C'est les paramètres secondaires et tertiaires, une diminution significative de près de 50 de la mortalité de toute cause, une diminution très importante de l'ordre de près de 60 sur la mortalité cardiovasculaire. On a diminué de façon importante la rétinopathie. On a diminué également de façon très importante la neuropathie autonomique et la macroalbuminurie en traitant les patients de façon intensive. Donc, je pense que c'est une belle donnée qui devrait nous encourager comme médecins à adresser la totalité des facteurs de risque de la maladie coronarienne. Donc, lorsqu'on parle du risque cardiovasculaire persistant, malgré la réduction du taux de LDL cholestérol, mais vous connaissez ces données, donc des données avec les statines en prévention secondaire et en prévention primaire. On compare en gris les patients traités au placebo, en bleu les patients traités avec une statine. Donc, c'est vrai que lorsqu'on donne un traitement hypolipémien efficace, on diminue les événements, mais tous les patients traités avec statine ici ont continué à avoir des événements. Donc, le risque n'est pas zéro, malgré le fait qu'on adresse ce facteur de risque de façon significative. Si on va avec des molécules encore plus puissantes, puis on se rappelle des études récentes avec les inhibiteurs des PCSK9, mais on a dans l'étude Fourier des populations qui étaient des coronariens instables, 27 000 patients qui avaient été randomisés entre statine et evolocumab versus statine seule. On sait qu'on a atteint dans le groupe evolocumab une valeur de LDL cholestérol médiane
qui était de 0,78 millimol par litre, donc des valeurs excessivement faibles. Et malgré tout, ces patients-là ont continué à avoir un certain nombre d'événements. On parle de 12,6 versus 14,6 une diminution de 2 en valeur absolue, avec une diminution du risque résiduel, comme on se rappelle, de 15 et Odyssey avec l'alirocumab, donc une autre molécule, chez les patients, donc, qui étaient randomisés dans la première année post-syndrome coronarien aigu, mais on a obtenu également un 15 en valeur relative. Donc, les études étaient du moins avec une puissance statistique pour être associée à un 15 mais malgré tout, on a continué à avoir un certain nombre d'événements malgré une baisse très intensive du LDL cholestérol. Il y a une donnée qui est importante, qu'on connaît depuis longtemps également lorsqu'on parle de cette notion de risque résiduel, c'est que beaucoup de nos patients qui font un événement cardiovasculaire ont plus d'un facteur. Donc, le facteur lipidique, c'est vrai. Mais on a souvent des patients qui ont une surcharge pondérale, des patients qui sont diabétiques, des patients qui sont hypertendus, nos patients sont fumeurs, on peut avoir des facteurs psychosociaux qui sont délétères. Et si on prend l'étude NTR, comme vous savez, qui est une étude qui avait été pilotée par le Dr Youssouf, mais qui est une étude internationale, et de voir quel est l'impact des différents facteurs de risque sur les événements cardiovasculaires, on s'aperçoit que chaque facteur traditionnel pris isolément confère à peu près un risque identique d'événements cardiovasculaires. Et ça, c'est vrai à travers le monde, mais c'est l'addition des facteurs de risque entre eux qui majore de façon substantielle le risque d'avoir un événement cardiovasculaire. Donc déjà, lorsqu'on va parler du risque cardiovasculaire persistant, il faut penser d'une approche globale et de toucher pas seulement les lipides, mais toucher les autres facteurs de risque qui sont des contributeurs non négligeables à l'éclosion des événements cardiovasculaires. Donc, le risque cardiovasculaire persistant, on a des facteurs lipidiques autres que le LDL. Donc, on va parler un peu au niveau du diabète. On va parler d'autres fractions que le LDL cholestérol, entre autres les triglycérides, le rôle de l'hypertension, de la thrombose, de la dysfonction endothéliale, de l'inflammation et de l'oxydation, qui ont en parallèle souvent les facteurs de risque traditionnels de la maladie coronarienne. On sait que la stabilité membranaire, donc si on prend entre autres l'effet iotropique des statines et certaines autres molécules, ça amène donc une stabilisation des plaques, une diminution d'inflammation et une diminution du risque de rupture. Et lorsqu'on a des plaques stables, nos patients sont moins enclins à développer des événements cardiovasculaires. Donc, si on parle du diabète dans quelques diapositives, donc on sait qu'on a l'étude REACH, qui est une grande étude de plusieurs dizaines de milliers de patients, qui avait fait le lien, lorsqu'on regardait le suivi de ces patients-là, entre le risque de développer un événement cardiovasculaire selon le statut diabétique ou non, ou selon qu'on ait une maladie polyvasculaire ou non. Et lorsqu'on regardait les patients qui avaient déjà eu un événement dans le passé, les patients qui avaient de l'athérosclérose qui étaient considérés comme stables ou des facteurs de risque seulement, et on compare, entre autres, en bleu, les patients qui ont une maladie polyvasculaire versus en rouge, les patients diabétiques, on s'aperçoit que le risque attribuable au diabète est très élevé, aussi élevé que les patients qui ont déjà une athéromatose qui est documentée. Et cette relation-là, elle est vraie pour les gens qui ont déjà fait un événement, comme les patients qui ont une maladie vasculaire stable et également les patients qui ont des facteurs de risque seulement. Mais ces patients-là, le fait d'être diabétique augmente le risque de façon importante. Qu'est-ce qui est nouveau au niveau de la prise en charge des patients diabétiques? Pendant de nombreuses années, vous savez, on a parlé presque exclusivement de la réduction de la glycémie. Et suite à l'émergence de nouvelles données, entre autres les inhibiteurs des GLP-2 et les agonistes GLP-1, on a commencé à parler de l'impact de certaines molécules dans un contexte de vasculoprotection. Donc, la première question à se poser, comme on se rappelle chez nos patients diabétiques, c'est est-ce que notre patient est porteur d'une maladie cardiovasculaire établie ou non? Et la réponse à la question, et si la réponse est oui, à ce moment-là, les recommandations suggèrent qu'il faut instaurer une molécule anti-hyperglycémiante avec un bienfait cardiovasculaire qui a été démontré, donc la classe des inhibiteurs des SGLT2 ou des agonistes GLP-1. Et si la réponse est non, mais qu'est-ce qu'on considère, c'est vraiment d'éviter chez nos patients, surtout les patients qui sont en prévention secondaire suite à une maladie coronarienne,
l'hypoglycémie, essayer de réduire le gain de poids et essayer également de réduire la glycémie parce que ça demeure un facteur qui est important. Donc, cette recommandation-là a été faite chez les patients qui avaient un AEC au-dessus de 7 %. Et lorsqu'on dit un patient sans atteinte vasculaire, mais on devrait privilégier des molécules telles que les inhibiteurs de la DPP4 qui ne sont pas associés à des bénéfices cardiovasculaires mesurables, mais qui sont quand même sécuritaires, ou les agonistes des récepteurs GLP-1 ou les inhibiteurs du SGLT2. Donc, très sommairement, on connaît des études sur les inhibiteurs des SGLT2 dans différentes populations. Entre autres, on se rappelle, l'étude Ampareg était une étude où 100 % des gens étaient porteurs de maladies vasculaires. Dans Canvas, c'était 60 %. Dans l'étude d'Eclair, c'était 40 %. Et de façon globale, lorsqu'on regarde des événements cardiovasculaires majeurs, ces molécules ont été associées à une réduction significative de l'apparition d'événements fâcheux au niveau cardiovasculaire. Donc, ces études ont modulé les recommandations internationales et ont suggéré leur utilisation dans un contexte de vasculoprotection. On a également des données sur l'utilisation des agonistes GLP-1 et de façon globale, ces études-là ont également été associées à des bénéfices cardiovasculaires mesurables, raison pour laquelle on a des recommandations qui encouragent l'utilisation de ces nouvelles classes de médicaments dans le but d'améliorer le devenir cardiovasculaire. Une autre donnée qui est importante, c'est beaucoup des patients qui vont développer un événement coronarien ont une hypertension de base. On se rappelle d'une étude qui est l'étude SPRINT qui a été publiée il y a déjà plusieurs années et qui avait évalué justement une cible de tension artérielle significativement plus basse. Donc, les patients étaient randomisés, entre autres, si leur tension artérielle systolique était au-dessus de 130 mm de mercure et on visait dans une population âgée de plus de 50 ans une tension artérielle cible de moins de 120 mm de mercure et on s'est aperçu que d'avoir une cible plus agressive était associé à des bénéfices cardiovasculaires mesurables. Si on regarde le paramètre primaire dans l'étude SPRINT, qui était un composite d'infarctus du myocarde, d'autres syndromes coronariens, AVC, insuffisance cardiaque ou mortalité de cause cardiovasculaire, on s'est aperçu que les patients qui avaient reçu un traitement qui était considéré comme intensif versus un traitement standard avaient été associés à une diminution de 25 % de ce paramètre. Et lorsqu'on regardait la mortalité de toute cause, celle-ci était également diminuée de façon significative, une diminution de plus de 25 %, qui démontre qu'un traitement intensif de la tension artérielle chez les patients qui ne sont pas débilités, donc des patients qui sont quand même en bonne condition, est associé à un bénéfice cardiovasculaire mesurable. On a parlé un peu tantôt de la thrombose et on a des études donc, qui ont démontré que lorsqu'on parle du risque cardiovasculaire persistant, bien, il y a certains patients qui vont bénéficier de l'utilisation d'un double traitement antifréquentaire de façon prolongée. Et une étude qui est venue l'illustrer, c'est l'étude de Pegasus-TIMI 54. Cette étude-là, on se rappelle, randomisait des patients après 12 mois d'un syndrome coronarien aigu. Et à ce moment-là, on les a suivis pendant un total de 3 ans. On comparait donc le traitement avec ticagrelor 90 mg 2 fois par jour, la dose réduite de ticagrelor qui est de 60 mg 2 fois par jour versus le placebo. Et on a démontré qu'aussi bien la petite dose de ticagrelor ou la dose standard de 90 mg est associée à une diminution sur 3 ans de la récidive d'événements cardiovasculaires. Donc, il suggérait que les populations de patients à risque pouvaient bénéficier d'un tel traitement. Et on se rappelle que les patients qui bénéficiaient le plus, c'était les patients pour lesquels on n'avait pas arrêté leur traitement, le double traitement antifréquentaire à la fin de la 12e année, ou que le délai de carence était court, moins de 6 mois comme tel. Lorsqu'on regardait les bénéfices en ce qui a trait le paramètre de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde ou l'AVC, on s'apercevait que le 90 ou le 60 était associé à des bénéfices qui étaient superposables. La mortalité cardiovasculaire, mais on n'avait pas atteint la signification, mais on était très proche d'un bénéfice à la petite dose de ticagrelor 60 mg. En ce qui a trait à la réduction des infarctus du myocarde, donc de façon prolongée après un événement coronarien, aussi bien la dose de 60 que 90 démontrait un bénéfice. Et on avait une légère diminution des AVC significatifs chez les patients qui prenaient
le ticagrelor à 60. Et lorsqu'on regardait le saignement, mais il était plus sécuritaire de donner la petite dose de ticagrelor que la dose de 90 mg. Si on cible la thrombose chez nos patients qu'on considère avec un risque résiduel, on a également une autre stratégie de traitement qui est l'étude COMPASS, qui a été publiée et arrêtée au fond de façon préliminaire en raison de bénéfices mesurables. Et COMPASS, au fond, c'était de prendre des patients qui avaient soit une coronaropathie ou une maladie artérielle périphérique. Et ces patients-là étaient randomisés donc à la dose qu'on appelle cardioprotective du rivaroxaban, qui était de 2,5 mg 2 fois par jour avec l'aspirine. On comparait avec le rivaroxaban 5 mg 2 fois par jour ou l'aspirine à petite dose. On sait que cette étude-là a été terminée de façon précoce en raison d'un bénéfice. Et le bénéfice démontré, ça a été avec la petite dose de rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour et l'aspirine, donc qui est la ligne ici plus foncée. Et on a démontré donc un bénéfice qui était significatif par rapport, entre autres, à l'aspirine seule et qui démontrait que vos patients qui étaient porteurs de coronaropathie ou qui étaient porteurs de maladies vasculaires périphériques, lorsqu'on leur donnait une petite dose avec l'aspirine, donc on jouait sur la composante thrombotique, on pouvait avoir un bénéfice cardiovasculaire mesurable. Donc, si on regarde la totalité des patients qui avaient une maladie cardiaque ou une maladie vasculaire périphérique, on avait une diminution donc significative de près de 25 du paramètre primaire qui est un paramètre combiné. Les AVC étaient diminués vraiment de façon très importante, de l'ordre de 42 On avait même un impact sur les décès d'origine cardiovasculaire qui était réduit de 22 et on n'avait pas d'impact vraiment sur les infarctus du myocarde. Que vous soyez un patient porteur de maladie cardiaque athérosklérotique ou ayant une maladie artérielle périphérique, mais les deux populations avaient un bénéfice qui était important. Donc, on peut cibler chez nos patients coronariens, donc nos patients qui ont souvent de multiples facteurs de risque, donc le diabète, en songeant qu'on a des études qui démontrent un bénéfice mesurable. On a parlé donc du bénéfice de cibler la tension artérielle. On peut cibler également le contexte thrombotique chez nos patients. Et on commence à avoir des données également sur le rôle de l'inflammation comme étant un facteur pour lequel on peut cibler. Et ces études-là ont démontré des bénéfices qui étaient indépendantes de la baisse de LDL cholestérol. Donc, la première étude, c'est l'étude CANTOS, qui a été publiée, qui était un peu la preuve du concept. L'étude CANTOS a été faite avec une molécule qui est un anticorps monoclonal, qui est le canakinumab, qui est un inhibiteur d'une interleukine, qui est l'interleukine 1-bêta. Et à ce moment-là, si on regarde l'effet sur la protéine C-réactive, on a un effet dose-réponse en fonction donc des différentes doses étudiées dans l'étude CANTOS. Et on voit qu'on n'a eu aucun impact sur le tableau de droite sur le LDL cholestérol. Et lorsqu'on regarde le paramètre primaire, qui était un paramètre combiné, mais on avait donc un impact sur la diminution des événements, principalement à la dose de 150 mg. Donc, les patients avaient une diminution des événements cardiovasculaires. Une autre étude qui est importante, parce que c'est une étude maison ici, donc qui a été initiée par le Dr Tardif, qui est l'étude Colcott. Et l'étude Colcott, c'est intéressant parce que c'est l'utilisation de la colchicine à petite dose, le 0,6 mg, le 0,5 mg par jour, chez les patients, au fond, qui ont eu un événement cardiovasculaire récent. Et que c'est intéressant de Colcott, c'est que les patients étaient randomisés dans la période péri-infarctus. On a suivi ces patients-là de façon prospective, donc une étude importante de près de 5000 patients. Et on voit que très, très rapidement, les courbes se sont divergées, alors que ces patients-là recevaient tous un traitement standard comme étant requis dans les recommandations. Et la donnée qui est importante, c'est que le paramètre primaire de l'étude avait été diminué de façon significative. On n'avait pas d'impact sur la mortalité. On avait un impact très important sur la diminution des AVC et un impact très significatif et également sur la réduction des besoins de revascularisation. Et la dose de 0,5 mg de colchicine était, pour la grande majorité des patients, très bien tolérée. Et plus récemment, on a l'étude LOTO-CODE2, donc qui est une population qui est différente au fond de l'étude Colcott. Colcott, c'est des patients qui venaient de faire un événement. Alors, l'étude LOTO-CODE2 qui vient d'être présentée
à l'ESC et publié simultanément dans le New England. Mais à ce moment-là, c'est une population qui était considérée comme chronique. Et on a démontré que lorsqu'on attribue une petite dose de colchicine, qui est également de 0,5 mg par jour, versus placebo, chez les patients pour lesquels on a traité les autres facteurs de risque de la maladie coronarienne, mais on a eu un impact important sur la réduction des événements avec des courbes qui commencent à diverger de façon précoce. Le paramètre primaire de l'étude était justement un paramètre combiné de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde, d'AVC ou de besoin de revascularisation basée sur l'ischémie. Donc, encore une fois, on cible l'inflammation, on n'a pas ciblé les lipides et le paramètre secondaire, donc, est également réduite de façon significative, qui est le paramètre secondaire à 3 points, soit la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde ou les AVC. Plus récemment, lorsqu'on parle du bilan lipidique, on a ciblé d'autres molécules, puis on va parler de façon un petit peu plus extensive cet après-midi d'une étude qui est l'étude Reducit avec une molécule qui cause à peine éthyle, au fond, qui est une forme hautement purifiée d'EPA. Donc, on sait que les huiles de poisson, on a deux constituants, les EPA et la DHA. Donc, on prend le EPA, on le purifie et on obtient une forme très purifiée d'IPE. Cette molécule-là avait déjà été utilisée antérieurement dans une étude japonaise qui est l'étude GEDIS, une plus petite dose, qui avait démontré le potentiel de réduire les événements. Et Reducit, c'est une étude de 8000 patients. Les gens ont été suivis pendant une médiane de 4,9 ans. Et tous ces patients-là, pour la grande majorité, on parle de 70 % des patients étaient en prévention secondaire, 30 % étaient considérés en prévention primaire à risque élevé. C'était des patients diabétiques, traités pharmacologiquement, âgés de plus de 50 ans, qui devaient avoir un facteur additif de risque pour augmenter le risque cardiovasculaire. Et leur LDL devait être bien traité entre 1 et 2,6 millimoles par litre. Et ils étaient randomisés si leur triglycéride était entre 1,5 et 5,6 millimoles par litre. Et on voit les résultats. On va vous en parler de façon plus extensive tantôt, mais une diminution quand même très importante au niveau du paramètre primaire, avec une diminution du risque absolu de près de 5 % avec une diminution en valeur relative de 25 %, qui démontre que si on cible un autre paramètre qui est indépendant donc, du LDL, ça peut être associé à un bénéfice substantiel. Et on a donc entériné dans plusieurs lignes directrices actuelles l'utilisation de cette molécule pour permettre de réduire de façon encore plus importante le risque résiduel. Il me reste 2 minutes, donc ça va être correct. Et c'est ma dernière diapositive. Donc, prévention cardiovasculaire, risque persistant. Certains vont reconnaître les petits bonhommes bleus de Dr. Richter. Donc, on a un patient qui a une maladie coronarienne pour lequel on vient d'avoir un événement cardiaque. Son LDL cholestérol est à 3,2 millimoles par litre, non traité. Toutes les recommandations internationales, que ce soit canadiens, européens, américains, vont mettre de l'emphase sur la réduction du LDL cholestérol. De façon globale, même au Canada, les recommandations en 2016 stipulaient qu'un patient avec un syndrome coronarien aigu devait avoir un LDL cholestérol inférieur à 1,8 millimoles par litre. On sait que les Européens, maintenant, ont mis cette recommandation-là inférieure à 1,4 millimoles par litre et les patients qui ont une récidive d'événements inférieure à 1 millimole par litre. Et les Américains sont également inférieurs à 1,8 millimole par litre. Donc, si votre patient a comme tel un LDL cholestérol qui, en dépit d'un traitement avec statine à la dose maximale tolérée, est au-dessus de 1,8 millimole par litre, je pense que c'est essentiel de réduire le LDL et on devrait donner d'autres molécules qui ont démontré des bénéfices, soit de combiner les éthymines, qui avaient déjà été montrées efficaces dans une étude comme on connaît, qui est l'étude de Improve It, ou rajouter un PCSK9 pour nous permettre d'atteindre des niveaux faibles de LDL cholestérol. On va avoir des patients qui ont un risque lipidique relié aux triglycérides. Donc, le patient a un LDL cholestérol qui est cible et qui demeure avec des triglycérides entre 1,5 et 5,6 millimoles par litre. Donc, on a une étude, Reducit, qui a suggéré que l'utilisation de l'icosapène éthyle à la dose de 2 grammes 2 fois par jour, donc 4 grammes par jour, est associé à un bénéfice cardiovasculaire substantiel. On a également des données qui démontrent que l'inflammation chez certains patients contribue à un risque résiduel persistant.
On encourage les patients à avoir un LDL cholestérol cible, mais si par ailleurs la HSCRP est élevée, il faut dire que la HSCRP n'était pas un critère de randomisation de toutes les études que je vous ai parlé tantôt, mais on sait que la colchicine peut contribuer à une diminution supplémentaire du risque, et la colchicine, c'est un médicament qui est peu onéreux, qui est bien toléré pour la grande majorité des patients et qui a démontré un bénéfice indépendamment du bilan lipidique. Nos patients qui ont une hémoglobine glycée inférieure à 7 un pourcentage élevé des patients ont un diabète lorsqu'on fait le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Il y a une population élevée de patients diabétiques qui sont porteurs de coronariopathie. Donc, les recommandations canadiennes stipulent qu'AEC non cible, ces patients-là, il faut favoriser des molécules qui contribuent à un bénéfice cardiovasculaire, et on a donc des nouvelles classes de médicaments, les inhibiteurs ADH-GLT2 ou les agonistes GLP1 qui contribuent aux bénéfices mesurables. Il y a certains patients qui ont un risque thrombotique persistant, et on sait donc que le rivaroxaban à petite dose plus aspirine peut contribuer à la diminution supplémentaire du risque cardiovasculaire. Et finalement, nos patients qui ont une tension artérielle cible qui n'est pas atteinte, donc des tensions artérielles systoliques de plus de 130 mm de mercure, bien, on a une étude qui est l'étude SPRINT qui suggère que d'abaisser leur tension artérielle à moins de 120 mm de mercure contribuera à la diminution du risque cardiovasculaire. La problématique que l'on a actuellement, c'est d'identifier chez nos patients quels sont les facteurs de risque qui contribueront le plus à la récidive d'événements cardiovasculaires, mais on a plusieurs options thérapeutiques et il faut envisager, je crois, la normalisation de la totalité des facteurs chez nos patients pour nous permettre de réduire ce risque cardiovasculaire persistant. Merci de votre attention. Merci. Donc, merci beaucoup, Dr. Grégoire. Cette excellente présentation qui fait vraiment un tour complet. Là, vous avez su relever le défi du risque persistant. C'était pas évident, mais vous y êtes arrivé, là, bravo. Alors, je rappelle aux gens que pour les questions, il faut absolument utiliser la section Q&R, donc la section questions et réponses. C'est là où moi, je vais aller piger les questions. Il y en a déjà beaucoup qui sont rentrés. On va commencer, tandis que vous continuez à poser vos questions en ligne sur la section questions et réponses. On va commencer ici s'il y a des questions parmi les quelques rares personnes ici à l'Institut de cardiologie. Donc, pas de questions. Première question qui est arrivée tôt dans la présentation, Dr. Grégoire, c'est une question assez spécialisée. Le diabète maudit, est-ce qu'il y a le même risque cardiovasculaire ou quel est le risque cardiovasculaire chez ces gens qui ont une forme, je pense, de diabète génétique chez les jeunes adultes, le maudit? Oui, écoutez, je ne peux pas répondre vraiment parce que l'impact de cette affection, je ne pense pas qu'on a beaucoup d'études sur justement cette anomalie génétique chez les patients. Et c'est quand même une pathologie qui est relativement peu fréquente. Donc, faire le lien entre l'impact de ces patients, je ne pense pas qu'on peut vraiment dire. On sait que pour les patients en diabète de type 1, par exemple, dans les recommandations, on considère que les patients sont plus à risque lorsqu'ils ont une évaluation ou une évolution de diabète de plus de 15 ans et que les patients atteignent l'âge de 30 ans. On sait que le diabète de type 1, c'est une entité qui est très différente des diabètes du type 2 en ce qui a trait le type de manifestation cardiovasculaire et on s'aperçoit donc que le risque n'est pas équivalent par rapport à un patient qui souffre de diabète de type 2. OK. Donc, Jean, attends un peu, je vais revenir dans les premières questions. Premièrement, j'ai une question moi-même. Quand seront publiées la prochaine mise à jour, justement, des recommandations canadiennes? Oui, écoutez, on devait avoir la présentation des lignes directrices lors du congrès du CCC la semaine prochaine, mais en raison du fait qu'il y a un délai sur la révision du comité secondaire, donc au fond, le document n'a pas été envoyé au comité secondaire, il faut avant de faire la publication qu'on ait une évaluation par un comité de pairs, donc qui est indépendant. Donc, ça va possiblement aller plus vers la fin de l'année ou en début 2021. Il va y avoir quand même des changements au niveau, entre autres, des sites thérapeutiques.
On va également avoir des changements au niveau des médications où l'on peut faire un ajout ou un add-on treatment pour nous permettre de réduire de façon supplémentaire le risque cardiovasculaire chez nos patients. Il y a d'autres choses de nouveautés. Excellent. Une question sur la rivaroxaban 2.5 BID. Est-ce que c'est disponible? Comment on peut faire cette thérapie actuellement au Québec? Bien, premièrement, c'est disponible au Canada. C'est également disponible au Québec. On sait que les assurances privées, pour la grande majorité, vont autoriser et vont couvrir le rivaroxaban à petite dose. Et en ce qui a trait le formulaire provincial des médicaments, mais on peut faire la demande si notre patient, au fond, il y a une couverture, est porteur à la fois d'une maladie coronarienne et une maladie vasculaire périphérique. Donc, on ne peut pas avoir seulement la coronaropathie. On doit avoir une maladie qui prend en compte la coronaropathie et la maladie vasculaire périphérique, et c'est couvert. Donc, au fond, dans l'étude COMPASS, on s'apercevait que, de façon globale, la totalité des patients avaient bénéficié, mais la population de patients qui avaient une maladie artérielle périphérique étaient les patients donc, qui bénéficiaient le plus, surtout lorsque c'était en combinaison avec une maladie coronarienne. Et comme vous savez, l'INES et le gouvernement ont souvent tendance à couper et à redéfinir un peu l'analyse statistique, à aller chercher des sous-groupes et en disant cette sous-population qui n'avait pas été évaluée comme telle, comme étant indépendante, a vraiment bénéficié le plus, puis on va juste couvrir cette section-là. Donc, c'est couvert en autant qu'on ait les deux. Merci. Et donc, une autre question. J'ai vu que cette question-là a apparu au moment où tu parlais de la colchicine. Donc, chez les gens avec en prévention secondaire, des maladies cardiovasculaires. Donc, comment ajouter tous les médicaments et dans quel ordre pour diminuer les événements cardiovasculaires? Oui, mais écoutez, je pense que ça, c'est une réponse qui est à peu près impossible à répondre comme telle. On sait qu'il faut premièrement identifier ce qui peut être associé à un risque persistant. Et ce n'est pas difficile, mais pour les facteurs de risque traditionnels, donc entre autres les lipides, on sait qu'on a des cibles thérapeutiques qu'il faut atteindre. Donc ça, c'est relativement simple. Pour la tension artérielle, je pense qu'il faut atteindre également une tension artérielle qui est cible et qui est la plus basse possible. Pour l'hémoglobine glyquée et pour les patients donc, qui sont diabétiques, on a également des recommandations qui sont bien. Donc ça, c'est des jalons et on sait qu'il faut traiter la totalité des facteurs de risque de façon simultanée. Il ne faut pas y aller en silo, il faut y aller de façon globale. Où ça devient un petit peu plus difficile, c'est d'évaluer le risque inflammatoire chez nos patients, le risque thrombotique. Et pour le risque thrombotique, moi, je suis un hémodynamicien, donc c'est certain que je vais beaucoup me baser sur l'anatomie coronarienne de mon patient. Est-ce qu'il a été revascularisé avec de nombreuses endoprothèses? Est-ce que son risque de thrombose de stent va être élevé? Donc, je vais avoir tendance à compléter avec un double traitement antiflagellataire pendant une façon plus prolongée chez ce patient. Un patient qui a une maladie artérielle périphérique, il faut se dire qu'on a très peu de médicaments ou très peu d'approches pharmacologiques qui ont été associées à un bénéfice cardiovasculaire substantiel chez ces patients. Et on a COMPASS qui a vraiment démontré que le fait d'ajouter la rivaroxaban en petite dose est associé à une diminution des complications coronariennes, mais beaucoup une préservation des membres. Il y avait une diminution des amputations, il y avait une diminution des composantes ischémiques au niveau des membres inférieurs. Et je pense que ça, chez nos patients qui sont vasculaires périphériques, c'est une option thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on devrait ajouter? Je pense que de façon globale, c'est tenter d'adresser la totalité des facteurs de risque de la maladie coronarienne de façon simultanée. On sait, on a l'étude STENO2 qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire important. On sait également qu'il faut encourager les saines habitudes de vie parce que c'est payant et ça contribue de façon importante à la réduction supplémentaire des événements cardiovasculaires. Et par la suite, c'est d'essayer de chercher les caractéristiques de chaque patient pour voir si on veut raffiner un peu notre approche. Est-ce qu'on a l'impression que l'inflammation peut jouer un rôle? La colchicine, dans l'étude de Colcott, comme dans l'étude de LOCO2, était très bien tolérée. Et c'est un médicament qui n'est pas onéreux, qui contribue à un bénéfice substantiel en ce qui a trait à la réduction des événements cardiovasculaires.
Excellent, merci. J'entends beaucoup de questions sur la colchicine. Mettons, si je combine plusieurs questions ensemble, quel est le patient type chez qui on pourrait donner justement de la colchicine? Est-ce que c'est indépendant de la CRP? Autrement dit, est-ce qu'on est obligé de mesurer la CRP pour voir s'il y a de l'inflammation? Et quel serait le patient type pour la colchicine? Je pense qu'on peut se baser, entre autres, pour identifier le bon patient, c'est possiblement l'étude Colcott, qui est une étude qui est bien parce qu'un patient qui a fait un événement cardiovasculaire, donc on sait qu'on a eu une composante inflammatoire bien identifiée. Un patient qui fait un événement coronarien, c'est un patient qui a une rupture de plaque. On sait que la rupture de plaque est associée à l'inflammation. Donc, actuellement, on a donc, dans les épaulements, on a donc une évidence de l'inflammation. Et lorsqu'on va cibler l'inflammation, on peut contribuer de façon substantielle à la réduction des événements cardiovasculaires. Donc, nous, Colcott, avec le Dr Tardif comme étant l'investigateur de cette étude, bien, on a randomisé les patients et peu importe les autres facteurs de risque, la HSCRP n'était pas un critère et on a attribué, donc on a donné la colchicine chez les patients et ont eu un bénéfice qui était substantiel, précoce, avec des courbes qui divergeaient. Et on a même des données assez récentes présentées et publiées lors du congrès de l'ESC qui démontrent qu'on diminue de façon très importante les besoins de revascularisation lorsque les patients sont traités précocement avec la colchicine. Donc, la colchicine, c'est une molécule, écoutez, qui est très bien tolérée. C'est une molécule qui est à très faible coût. Et je pense que c'est une molécule qu'on devrait utiliser de façon beaucoup plus extensive et une façon facile d'identifier les patients. C'est possiblement tous les patients qui ont eu un événement coronarien récent et de leur administrer cette molécule-là, qui ont un bénéfice au-delà de la totalité des autres facteurs de risque de coronaropathie. Si, Jean, il y a vraiment beaucoup de questions, mais c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure que tu élabores tes réponses, tu réponds aussi à d'autres questions en même temps. Puis ça m'aide là, parce que je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Donc, beaucoup d'autres questions maintenant sur les anti-PCSK9. Pour regrouper un peu plusieurs questions sur nos anti-PCSK9, il y a beaucoup de questions sur l'accessibilité et tout ça. Je comprends un peu les gens de poser cette question-là parce que moi-même, je me suis posé ces questions-là il y a quelques années. Je voulais en prescrire, notamment chez des gens qui avaient des sténoses artères rénales et qui ne toléraient pas les statines. Puis après ça, quand j'ai commencé à en prescrire, finalement, j'ai trouvé ça relativement facile, même si j'avais peur au début. Donc, en gros, il y a plusieurs personnes qui posent la question quelle est la disponibilité des anti-PCSK9 au Québec. Je pense que c'est disponible. Et comment les prescrire? Oui. Bien, je pense, écoutez, pour les inhibiteurs des PCSK9, il y a une catégorie de patients que c'est très simple de prescrire cette molécule-là. C'est tous les patients qui souffrent d'hypercholestérolémie familiale. Donc, si vous avez un patient qui a une couverture privée, c'est très simple. Et si vous avez un patient qui est sous couverture publique, bien, vous avez les critères de la RAMQ pour donner chez les patients qui ont un FH, qui soit prouvé ou qui soit hautement probable. Donc, ça, c'est facile. Pour les patients qui sont soit intolérants aux statines, ou les patients qui ne peuvent pas tolérer de fortes doses, qui sont loin de leur site thérapeutique ou qui ont des événements récidivants, bien, lorsqu'on a une couverture privée, je vous dirais, c'est encore relativement facile. Toutes les compagnies, donc que ce soit Sanofi ou Amgen, ont des programmes patients qui vont aider de façon importante à l'attribution de la molécule. Et pour les patients au niveau public, mais lorsqu'on remplit le formulaire de patients d'exception, habituellement, on va avoir du succès. Donc, mais il faut être capable de démontrer et de prouver que notre patient a une intolérance. Il faut être capable de démontrer souvent les niveaux de LDL cholestérol qu'on a obtenus sous traitement. Et lorsqu'on a ça, puis on peut appuyer notre demande, c'est relativement simple. Il faut savoir qu'on a deux molécules qui sont disponibles, soit l'évolucumab, qui est le Repatha, ou la lirocumab, qui est le Praluent. Donc, ces molécules-là sont disponibles pour l'évolucumab à la dose de 140 mg sous-cutanée aux 2 semaines. On peut donner le 420 mg au mois, mais souvent la dose la plus utilisée, c'est le 140 mg. Et pour le Praluent, qui est l'alirocumab, on a 2 doses, de 75 mg aux 2 semaines ou de 150 mg aux 2 semaines. Donc, il faut savoir que dans l'étude ADC,
on commençait avec la dose de 75 mg aux 2 semaines. Et si la cible de LDL-cholestérol inférieure à 1,3 mmol par litre n'était pas atteinte, on augmentait à 150 mg. Donc, on a à peu près 70 % des gens qui avaient eu une bonne réponse à la petite dose. Et à ce moment-là, on peut commencer avec la petite dose, s'assurer que notre patient a atteint sa cible thérapeutique ou non. Et la notion des cibles thérapeutiques, et c'est important, c'est qu'il ne faut pas trop attendre. Quand on donne un médicament, puis on veut voir l'impact sur le bilan lipidique, mais il faut demander un suivi assez rapproché, surtout chez les patients qui ont fait un syndrome coronarien aigu. Donc, ne pas attendre des mois et des mois avant de contrôler le bilan lipidique, surtout les patients qui sont statines naïves. Et la recommandation européenne, si vous vous en rappelez, suggère qu'on devrait faire un bilan 4 à 6 semaines après. C'est suffisant pour avoir l'effet maximal de notre statine et à ce moment-là, de faire une intervention si le LDL-cholestérol est possible. Excellent. Merci, Jean. On va revenir sur la colchicine, puisqu'il y a beaucoup de questions sur l'interaction colchicine-statine. Qu'en est-il de cette interaction-là? Est-ce qu'elle existe? Quelle est la toxicité associée et comment la gérer? Je vous dirais que dans l'étude Colcott, si on regarde les critères au niveau de la fiabilité et au niveau de la sécurité d'administration de la colchicine, on n'a pas vraiment noté d'effets secondaires majeurs ou d'interactions significatives lorsqu'on a donné. Rappelez-vous, c'est une toute petite dose que l'on donne. Et cette petite dose-là, donc absolument, n'interfère pas avec la médication. Au niveau du profil de sécurité dans Colcott, c'était une molécule qui était très, très bien tolérée. Et si on a peur des complications digestives, c'est vrai qu'on a souvent, lorsqu'on donne la colchicine, surtout à forte dose, lorsqu'on introduit le médicament pour un patient qui fait, par exemple, une crise de goutte, on a souvent ce phénomène-là associé à la diarrhée, alors que dans les autres Colcott, je vous dirais que toute la sphère gastro-intestinale, la grande majorité des patients l'ont très, très bien toléré. Donc, il y a plusieurs cas patients ici, mais il y en a deux que je trouve particulièrement intéressants parce qu'ils sont simples. Je pense que c'est des questions qu'on se pose souvent. Premier cas, un patient de 70 ans en prévention primaire, ne semble pas avoir d'antécédent, et LDL supérieur à 5. Oui. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit au niveau des lignes directrices? C'est que, premièrement, le risque de Framingham, comme vous savez, c'est l'outil qu'on devrait utiliser pour nos patients, pour stratifier, pour évaluer le risque en primaire. Bien, on sait que ce n'est pas validé au-dessus de 75 ans en partie, et premièrement. Deuxièmement, un des problèmes que l'on a avec le risque de Framingham, c'est que l'impact de l'âge est déterminant sur l'évaluation du risque. À telle enseigne qu'on a souvent tendance à sous-estimer le risque chez les patients plus jeunes, alors que chez eux qui ont un bénéfice le plus grand d'être traités. Donc, à partir, plus on s'éloigne dans l'âge, plus les patients vieillissent, mais ça devient vraiment du cas par cas, je crois. Et c'est question de discussion avec le patient et c'est question de jugement clinique. Donc, si votre patient s'est rendu à 70 ans, on peut faire certaines autres évaluations pour voir est-ce que notre patient, par exemple, a un score calcique élevé. On sait que chez les patients, une recommandation basée sur les recommandations de 2016, c'est que chez les patients dont l'indication de traitement n'est pas clairement indiquée, bien, le score calcique, ça peut nous aider. Et si ce patient-là, par exemple, avait un score calcique qui était très élevé, avec un LDL-cholestérol qui est, par exemple, à 5,5 mmol par litre, bien moi, ça serait peut-être un patient que je n'hésiterais pas à traiter. Donc, il faut aller chercher, un peu raffiner notre évaluation de risque, mais on ne peut pas nécessairement dire non plus que parce que notre patient a 70 ans, on ne le traite pas. Je pense qu'il faut évaluer. Puis, il y a certaines modalités d'évaluation de risque qui nous permettent une évaluation peut-être un petit peu plus sensible du risque, puis de savoir est-ce que ce patient-là, au fond, pourrait bénéficier de quelque chose pour empêcher qu'il y ait un événement cardiovasculaire et certainement de s'assurer que la totalité des autres facteurs de risque de la coronaropathie sont contrôlés et normalisés.